secteurs. Donc, de ne plus être sur des équipes globales. On avait jusqu'à présent des experts du Cali, les experts du Canty. C'est un peu comme ça qu'on s'est tous organisés. Après, les locaux et les internationaux. On a commencé à dire un petit peu aussi, bon, on va peut-être avoir les product champions. Le product champions de l'image, de la communication. C'est comme ça qu'on s'est organisé. C'est plus suffisant. Aujourd'hui, il faut qu'on s'organise en expertise sectorielle. L'expertise des cibles. C'est bien de se spécialiser sur les secteurs, mais il y a aussi des choses qui sont transversales. Donc nous avons développé, nous à l'IFOP, toute une série d'observatoires de populations spécifiques. Par exemple, les very wealthy, tous les gens qui ont plus d'1 million de dollars d'assets disponibles. On a des études spécifiques sur ces cibles-là, sur les jeunes, sur le bottom of the pyramid, sur les seniors. Et on a fait par exemple une recherche sur les seniors, très spécifique sur les seniors et la digital economy. Donc tout ce qui est les nouveaux, parce que il y a de plus en plus des seniors, et ils vont venir aux technologies. Ils y sont déjà. Ça va être intéressant de voir comment ils y vont, parce que c'est des marchés énormes. On peut aussi... donc on est sur vraiment toute une série de nouveaux axes de spécialisation, soit sur des secteurs, soit sur des cibles, et puis aussi sur des enjeux. Aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de tout ce qui est lié à la responsabilité sociale, responsabilité environnementale. Ça, c'est un enjeu qui concerne toutes les marques. Donc, on a développé l'Observatoire du développement durable. On a développé le Mobile TV Numérique Lab. On a développé des études sur la naturalité. C'est comme ça qu'il faut de plus en plus travailler. Développer à l'intérieur de l'entreprise des expertises, et des expertises qui vont nous permettre d'être extrêmement compétents et d'avoir en face de nos demandeurs, de nos clients, l'exigence de compétences qu'ils nous demandent. C'est ce que moi, ça fait 2 ans que je suis à l'IFOP, ça fait 2 ans qu'on travaille complètement dans cet axe-là. Élargir notre champ de vision, c'est un point important. Et là, il y a plusieurs illustrations. Le champ de vision, il s'élargit comment? Par ce qu'on appelle en anglais, ce mot qui est horrible en français, la cross-fertilisation. C'est très très moche en français, mais en anglais c'est pas mal. Cross-fertilization. So, let's say in English. C'est quoi la cross-fertilisation? C'est la capacité qu'on a finalement de travailler sur la connexion, sur l'enrichissement et sur une vision plus globale. Le consommateur, par exemple aujourd'hui, il faut, et la richesse qu'on a, nous, c'est qu'on est institut d'opinion publique. Quand on est institut d'opinion publique, c'est une vraie chance. Parce qu'on peut très bien travailler. Moi, je fais travailler, par exemple, en interne, sur des problématiques de marque, un expert de l'opinion et un expert des marques. Donc, on crée comme ça des couples d'experts qui vont travailler sur la dimension consommateur et citoyen. On peut travailler aussi sur le croisement des expertises du consommateur de base et de l'expert. Je vous montrerai quelques idées. Donc, faire travailler toujours cette espèce de lien entre des personnes qui vont permettre d'enrichir et de fertiliser, ou alors l'expérience cross-sectorielle. C'est intéressant, par exemple, sur une problématique de produits cosmétiques, de travailler avec les gens de la santé. Je suis en train de réaliser à Paris, par exemple, une grosse étude pour L'Oréal, qui est une étude dans laquelle nous avons totalement impliqué l'équipe santé et l'équipe consumer sur une recherche de fonds sur les problématiques de peau. On peut faire la même chose entre le luxe et le mass market. On peut, et ce croisement d'expertise, cette connexion, c'est ce qui va créer la richesse. Le planning stratégique. Il faut là aller à la définition originelle du mot strategic planning dans les agences de publicité. Qu'est-ce que c'est le strategic planning? C'est les gens qui travaillent sur les grands concepts en agence pour nourrir la stratégie publicitaire de l'agence. En gros, il y a une demande, il y a un pitch sur un budget pour, je sais pas, une marque, pour Peugeot. Les agences vont très vite chercher qu'est-ce qui est important. Le strategic planning, c'est ça. C'est nourrir la réflexion sur tout ce qui est la stratégie du secteur ou au-delà du secteur. J'ai été le premier en France à intégrer une direction du planning stratégique dans une agence, dans une market research.
nous avons une direction de planning stratégique mondial à l'IFOP qui s'occupe en permanence de travailler sur cette réflexion sur les secteurs, apporter des éléments géographiques, de recherche. Je vous montrerai quelques exemples. Travailler aussi avec des experts, travailler avec des trendsetters. Donc on a des trendsetters qui sont identifiés, avec lesquels on peut travailler sur les nouvelles pratiques, les nouvelles modes, les nouvelles tendances. Également les experts qui sont très importants, et il faut avoir un panel d'experts, de gens qui permettent d'enrichir. Par exemple, avoir des sociologues, avoir des psychologues, des philosophes, des psychiatres pour des problématiques je sais pas, par exemple pour la problématique de peau et de vieillissement du bien-être. Le psychiatre, c'est important parce qu'il va écouter comment les gens parlent de leurs problèmes et on va comprendre quel est le mécanisme psychologique que la marque doit intégrer. Bon, c'est ça le planning stratégique, c'est intégrer aussi ce niveau-là dans notre métier et de façon à avoir une vue un peu prospective. D'inspiration, c'est ce qui est mis en haut, inspirer, donner une vision, alimenter des stratégies. Alors je vais vous montrer un exemple qui est une interview d'un expert que vous allez pouvoir regarder, qui nous parlait du luxe. Ah, there's no sound. Il n'y a pas de son. Ok. Vous pensez qu'on peut avoir du son? Do you think we can have some? Bon, c'est pas grave, le temps qu'il donne le son. Donc c'est une étude qui a été faite sur le consommateur du luxe pour expliquer. Donc parallèlement, on avait interrogé un expert et on avait un baromètre d'études de la crise dans le secteur du luxe. Et comme ça, on a pu confronter la vision prospective de l'expert et la vision des consommateurs. Ce sont les valeurs génératrices du profit, beaucoup plus que la possession des outils de production, enfin pas beaucoup plus, mais en concurrence. Et ces nouvelles fortunes sont très très souvent dans des activités tertiaires, ou de services, ou d'invention, etc. Donc l'intelligence, la culture, la compétence sont des éléments qu'on essaye de montrer, parce que c'est eux dont dépend le succès et la fortune. Dans des sociétés où le talent devient clé. Et le talent devient l'instrument, le vecteur, le chemin de la réussite. Beaucoup plus que l'héritage, possession. Alors, l'exemple, il y en a plein, mais ce qui est intéressant quand on utilise ce genre de support, c'est que d'abord, on l'utilise pour plein de choses. Parce que ce qu'il dit là rayonne dans plusieurs secteurs, nous permet de comprendre plein de phénomènes. Donc les interviews d'experts mise au centre de la réflexion de l'entreprise qui est la nôtre, c'est extrêmement fondamental pour comprendre et aller plus vite et plus profondément dans les enjeux des marques. Autre exemple, qui est un produit, on le voit à côté, qui s'appelle Market Trends. Market Trends, c'est un produit que nous avons développé cette année, qui est un produit qui nous permet de travailler sur la veille d'initiatives innovantes de marques sur Internet. Donc, nous avons une équipe qui travaille au niveau international sur la recherche de toutes les initiatives de marque et chaque fois, on va donc créer comme ça des boucles de tendances qui vont immédiatement donner toute une série d'idées aux marketeurs, mais qui ne sont pas en général. Un fabricant de champagne, il sait les initiatives qu'ont les marques dans le champagne. Par contre, il ne sait pas forcément ce qui se passe dans les bières, dans d'autres catégories plus éloignées, dans les soft drinks, parce qu'il n'a pas le temps de tout faire. Donc notre responsabilité, c'est de lui apporter cette information. Donc quand on met le strategic planning au centre des marques, c'est pour produire ce genre d'informations, c'est pour aider les marques à aller one step faster, un cran plus vite, et de faire quelque chose qu'ils n'ont pas le temps de faire. Donc notre métier aujourd'hui, et c'est comme ça que moi je le comprends, c'est d'aller vers ce type de produit. C'est d'apporter cet étage supplémentaire. Get closer to consumer, se rapprocher des consommateurs. Alors, tout le monde connaît l'ethnographie. L'ethnographie, c'est effectivement l'observation, l'expérimentation, la confrontation. C'est comprendre le consommateur dans son environnement. C'est également un enjeu important qui est qu'aujourd'hui, et vous le savez, on a de moins en moins confiance dans ce que dit le consommateur. On dit toujours, il y a ce qu'il dit et ce qu'il fait. C'est pas la même chose. Donc il faut quand même de plus en plus aller vers la réalité de l'acte produit par le consommateur.
Et donc de consommer et également de confronter, comprendre pourquoi il l'a fait. Alors je vais vous montrer deux petits films qui sont très éclairants et que je trouve parce que généralement l'ethnographie c'est quelque chose qui se montre et qui se démontre. C'est pas simplement regarder, mais le fait de montrer c'est très important. Donc deux petits films très rapides pour illustrer un peu ça vous permet d'oublier un peu ma voix pendant quelques secondes. Le premier, c'est sur des produits de rasage. Pour le déranger de la figure, j'applique juste de l'eau en fait autour où je vais me raser. Ici. Là un peu. On le gèle. Et on ne le mousse pas dans la main, on le mousse directement sur la peau. D'accord. Donc voilà, je fais toujours le bas d'abord. Oui. Et après je remonte au-dessus de la bouche en fait. Je frotte un peu comme ça pour que je me bien étalé. Alors ça mousse bien. Alors donc moi je suis de l'eau bien chaude. Ah oui. Alors je commence par je vais essayer de commencer par là pour vous. Je commence par les pattes là. Précision. Dans le sens du poil. Je descends bien au sens du poil. L'accompagnement. Et donc voilà, je laisse l'eau chaude couler. Ça je vais passer. Pour progressivement enlever les poils qui sont restés coincés dans les mains. Après la dernière couche de rasage de mousse en fait, on la met là en fait. Bah, il me semble que c'est plus rêche que le reste de... Et c'est aussi beaucoup plus sensible. C'est à chaque fois que je me coupe, c'est à cet endroit-là. C'est sous le nez. Vous en avez là. Tous mes ballotins qui sont là. Vous avez du coulage, vous avez des machins, vous avez des réveillons, vous voyez. Donc vous les rangez dans le frigo. Dans le frigo. Oui, pourquoi Pour les conserver, sinon ils fondent. Par contre, mon mari m'a dit, ah oui, vous voyez, comme je le disais. Ah oui, il y a un Père Noël. Il y a un petit Père Noël, voilà. Kinder. En principe, j'ai toujours des Smarties, mais là, j'en ai plus. Oui. Et mon mari m'a dit qu'il avait caché des tablettes. De lui. Ah, il les cache. Il les avait cachées. Cache. Et il m'a dit, tenez. Le chocolat. Qui fera penser les tablettes qui sont là. Donc c'est du Milka tendre au lait. Tendre au lait, mais c'était plus nouveau. Et pourquoi est-ce qu'il les a cachés là? Pour que je mange pas trop. Et vous savez où elles sont quand même. Bah, il vient de le dire. C'est quelque chose Parce qu'un qu'il m'a dit, consommateur ne dira jamais si on ne l'observe pas. Jamais. Un amour de lait, vous voyez. De poulain. De poulain, oui. vous voyez. Oui. Alors, je sais pas si on a caché derrière. Il m'a dit, je les ai cachés pour que tu ne manges pas trop. Ah oui, je vois encore une Milka cachée derrière. Vous voyez, il m'a dit, je les cache parce que sinon tu vas les manger. Et pourtant, ici, que bon, le lait, bon, on va les remettre. Il sait que celles au lait, vous les aimez moins, c'est ça? Voilà. Je ne sais pas pourquoi il les a planquées. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi. C'est ridicule de me les cacher. Ah, mal, je l'ai gardé pour lui. Hein. Je vais les remettre dans le frigo. Vous voyez, j'ai toujours un peu de chocolat. Mais je suis... Voilà. Donc c'était quelques petites illustrations pour montrer que finalement le rôle de l'ethnographie ne peut pas fonctionner tout seul. Il fonctionne si on efface également une analyse globale dans le frigo. Du comportement. Pour les conserver, sinon ils fondent. Donc on a vu des choses que vous connaissiez, l'ethnographie, mais c'est quand même intéressant de rappeler que l'ethnographie a un rôle important toujours aujourd'hui sur le croisement entre le déclaratif et ce que le consommateur fait. Un autre élément qui est plus nouveau, c'est le web mining. C'est capter en fait tout ce que le consumer to consumer émet sur le net. C'est-à-dire rentrer à l'intérieur de la communication C2C. Et d'analyser finalement en immersion, c'est ce qu'on appelle l'immersion, l'intelligence, l'influence, ces nouveaux circuits d'influence, et d'analyser le buzz, la réputation, les tendances et les signaux faibles. C'est ça le web mining. Alors le web mining, il ne peut pas fonctionner tout seul. Il est complémentaire de la du